deuxième partie de Chine-Afrique. Je voudrais dire donc que quand bien même l'option du régime de Zhou Enlai et de Deng Xiaoping a été claire, cela ne les avait pas empêchés de modérer tout le système. Tout leur plan quelque peu à l'instar de la France. Pour percer en Afrique, la Chine noue des relations ou a noué des relations avec beaucoup de pays, excepté le Burkina Faso de Sankara, de la Gambie, de Swaziland, ces pays qui s'étaient démarqués des questions de souveraineté territoriale en ce qui concerne le statut de Taïwan et de Hong Kong à l'époque. Donc, la Chine met la main sur ce que recherchent les dirigeants africains, les leaders africains, pour défendre leur bilan. Il s'agit des réalisations concrètes, visibles, tangibles, perceptibles, si vous voulez, jadis, rares ici, avec les colons. Nous pouvons citer entre autres réalisations les infrastructures de base, les barrages électriques, les stades, les aéroports, les hôpitaux, les routes. Aussi, les secteurs des échanges culturels, de l'éducation, de la formation publique et militaire. Et bien évidemment, en 1988, des initiatives ont vu le jour. La création des centres culturels chinois de l'île Maurice et de la République du Bénin. Quelque peu à l'instar de le centre culturel français. Pardon. Puis, de l'Institut Confucius, à l'instar de la francophonie, si vous voulez. Ces deux initiatives sont exploitées pour, en quelque sorte, faire assimiler la culture, ou faire apprendre la culture chinoise aux Africains. Et l'apprentissage du mandarin. C'est ainsi que la Chine a commencé par s'étendre sur le continent africain. Plusieurs d'autres initiatives avaient vu le jour. Une ceinture, une route. Projet de la route de soie. En 2008, la Chine organisa les Jeux olympiques et a pu exhiber un niveau de développement assez fascinant. Cela me rappelle la déclaration du premier empereur de la France, Napoléon Bonaparte, que je cite. Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera. De cette déclaration, c'est-à-dire de la montée en puissance de la Chine. Donc, la percée de la Chine s'est traduite dans d'innombrables administrations en Afrique, dans les relations diplomatiques et commerciales. En effet, il est de règle que pour se grouper autour des idées, il faut les formuler. C'est ainsi qu'on parle de la démocratie. On parle des luttes syndicales. On parle de la liberté. On parle du capitalisme. On parle du panafricanisme. Pour la Chine, outre le communisme, c'est la solidarité, celle qui se veut sympathique à toute question liée au combat contre l'impérialisme occidental. La Chine disait depuis fort longtemps que la manière dont les Occidentaux aident l'Afrique ne marche pas et qu'ils asphyxient tous ces derniers en leur imposant implicitement des pratiques administratives rétrogrades qui profiteraient à eux seuls. Qu'il va falloir implémenter une nouvelle dynamique, mettre un nouveau paradigme dans la cadence de recherche de l'essor de développement pour l'Afrique. C'est ainsi que la Chine met tout son poids dans la balance. Elle émet davantage des investissements colossaux en Afrique. Dès 2009, elle devient le premier partenaire commercial et le principal bailleur de fonds de l'Afrique. Selon un article publié par
Pierre Belmont et son équipe dans Géoéconomie, année 2015. Entre 2000 et 2019, la Chine octroie 153 milliards de dollars aux pays africains. L'aide au développement, l'aide, d'accord, pour encourager l'essor du développement de l'Afrique. Mais nouer des partenariats pour la Chine, ce n'est qu'une banalité. Et ce qui est moins banal, indubitablement, pour l'Afrique, c'est le partenariat moderne, basé sur la recherche des intérêts mutuels, transparents et accessibles à tous. C'est l'idéal. Donc voilà donc un peu, de façon ramassée, comment la Chine a pu percer en Afrique. Je vais donc consacrer une troisième partie à cette thématique Chine-Afrique pour expliquer pourquoi l'Afrique est l'objet de toutes les convoitises de la Chine, de tout le monde entier si vous voulez. Veuillez donc sur la troisième partie de cette vidéo, de cette thématique.